Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'a rien dit de neuf, mais il l'a dit avec énormément de conviction. Cette nuit, lors de son allocution à la Maison-Blanche, Donald Trump a assuré que l'Iran avait été, pour l'essentiel, décimé. Ce sont ses mots. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez suivi avec attention ce discours présidentiel pour Europe 1. Donald Trump se félicite de victoires décisives. C'était tout l'enjeu du discours du président américain cette nuit. Convaincre les Américains du bien fondé de son opération Fury épique contre l'Iran. Une guerre presque gagnée et surtout bientôt terminée. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous nos objectifs très prochainement et démanteler systématiquement toutes les capacités du régime à menacer l'Amérique. Et nous allons continuer de les frapper très durement au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Donald Trump fixe là son objectif. 8 semaines de guerre tout au plus et des cibles bien identifiées si l'Iran ne plie pas. S'ils refusent toujours de conclure un accord, nous viserons chacune de leurs centrales électriques, probablement de façon simultanée. Les installations pétrolières sont elles aussi dans son viseur. Des cibles faciles, affirme Donald Trump, qui évoque ensuite la flambée des prix de l'essence aux États-Unis. Ils vont bientôt descendre, promet-il. Quant au détroit d'Ormuz, il devrait, selon lui, se débloquer naturellement à la fin du conflit. C'est aux autres pays concernés de s'en occuper. Allez dans le détroit et prenez-en simplement le contrôle. Protégez-le. Nous allons aider, mais ces pays doivent prendre l'initiative de protéger le pétrole dont ils dépendent. Et dans le discours de Donald Trump, pas un mot sur un éventuel déploiement terrestre américain, scénario très impopulaire aux États-Unis. Merci Wilfried de Villers. Les propos menaçants de Donald Trump qui n'ont pas arrêté les frappes aériennes. Israël visé à plusieurs reprises par les gardiens de la révolution et le Hezbollah libanais. Le discours du président américain qui en revanche fait réagir les places boursières. Le cours du pétrole est reparti à la hausse. $106 le baril de Brent ce matin. Oui, pas de quoi faire baisser la pression sur le porte-monnaie des automobilistes français. Et ils ne sont pas au bout de leur peine alors qu'ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts avec la flambée des prix du carburant. Voilà que plane à nouveau l'ombre d'un vieux serpent de mer, les ZFE, les zones à faible émission supprimées par les parlementaires. Le gouvernement envisage de les ressusciter en laissant aux collectivités le soin de décider de les instaurer ou non. Un scandale démocratique pour l'écrivain et militant anti-ZFE Alexandre Jardin, invité d'Europe 1 ce matin. Il y a un refus obstiné de la démocratie, c'est tout. Il y a un coup de force administratif qui est constant, c'est-à-dire qu'au fond, l'Assemblée nationale vote l'abrogation, on s'en fout. La commission mixte paritaire Sénat-Assemblée vote un accord de suppression, on s'en fout. Les gueux lanceront avant l'été des campagnes référendaires et nous lancerons des référendums populaires. Des référendums sauvages. On doit rester un grand peuple démocratique. Alexandre Jardin, auteur de l'ouvrage Les Gueux aux éditions Michel Lafon, invité d'Europe 1 matin. Interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Et vous y trouverez également la question Europe 1 du jour. Est-ce que le gouvernement a raison d'envisager un retour des ZFE? Faites-le nous savoir, dites-nous ce que vous en pensez. Vous votez dès maintenant. Autre menace pour le pouvoir d'achat des Français, la conséquence directe aussi de la guerre au Moyen-Orient. Les taux d'intérêt repartent à la hausse dans l'immobilier. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Des taux d'intérêt qui remontent doucement mais sûrement. Christophe, c'est ce que montrent les chiffres qui viennent d'être publiés. Oui, les courtiers signalent des petits rehaussements. Alors plus 0,2, plus 0,3%, c'est pas grand-chose à première vue. Mais la symbolique est bien là. On se rapproche des 3,5% ce mois-ci, alors qu'en mars, on était globalement sur des taux à 3,3% en moyenne sur 25 ans. Évidemment, ça pose question dans la mesure où les Français se sont remis à acheter du logement. 950 000 transactions l'an passé, 980 000 espérés cette année, pourvu que ce réchauffement des taux ne vienne pas stopper net l'envie d'être propriétaire. Le problème avec la guerre en Iran, c'est que les taux obligataires, ceux auxquels la France emprunte sur les marchés, ne cessent de grimper. On est aux alentours de 4% aujourd'hui contre 3,3% au début de l'année. On n'a pas vu ça d'ailleurs depuis au moins une décennie. Les banques n'ont pas le choix, elles répercutent ces hausses et à la fin, ce sont les emprunteurs qui règlent la facture. Un exemple, sur un prix immobilier de 200 000 euros, un écart de 0,3%, ça représente tout de suite 12 000, 14 000 euros en plus sur 25 ans. Ah oui. Et oui, alors un conseil, malgré ces nouvelles peu réjouissantes, il est encore temps d'acheter. D'ailleurs, pour le moment, pas de panique ressentie chez les agents immobiliers. Les bons conseils de Christophe Bordet. Merci Christophe. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. L'actualité politique, et ses propos passés relativement inaperçus du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur le port du voile. Preuve que les réseaux sociaux ne manquent jamais rien, même s'ils vont à leur rythme. Laurent Nunez s'est exprimé il y a 3 semaines à la Grande Mosquée de Paris. Jacques Serret, sa position relance le débat sur la place du voile, notamment chez les enfants dans l'espace public.
Oui, le 12 mars dernier, Laurent Nunez prononçait bien ces mots lors de la rupture de l'iftar à la Grande Mosquée de Paris. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. Pour Laurent Nunez, une telle mesure ne ferait que détourner l'attention de la vraie menace, à savoir l'islam politique, une position assumée dans la droite ligne de ce qu'il déclarait déjà en novembre dernier, lorsque sa collègue Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, soutenait la proposition de la droite sénatoriale d'interdiction du port du voile pour les fillettes et les jeunes filles de moins de 16 ans dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur, lui, mettait en garde contre une proposition à ses yeux stigmatisante, une ligne qui est selon lui également celle d'Emmanuel Macron. Dans ce discours à la Grande Mosquée de Paris, Laurent Nunez assurait que le président était, je cite, attaché à développer et à mieux faire connaître l'islam. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et plus que quelques jours avant que les cloches de Pâques ne résonnent. Ah oui, dimanche, vous les entendrez. Vous pourrez profiter de leur chocolat aussi. Bonheur gourmand qui émerveille les petits et les grands et marque la fin de la Semaine Sainte. Mais alors, d'où vient cette tradition ? Eh bien, Antoine Bienvaux, c'est au départ une histoire de silence en hommage au Christ. Oui, car dans la religion chrétienne, les cloches s'arrêtent de sonner le jeudi de la Semaine Sainte, aujourd'hui donc, pour marquer le deuil après la mort de Jésus. Pendant 3 jours, elles restent donc muettes, puis se remettent à sonner à la résurrection du Christ dans la nuit de samedi à dimanche, comme l'explique Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Pendant ces 3 jours, les cloches s'effacent totalement de la liturgie. C'est la mort du Christ, le Christ est au tombeau, et donc l'Église fait mémoire par l'absence de son de joie, qu'est le tintement des cloches. C'est ensuite au Moyen-Âge que la tradition évolue, car à l'époque, les enfants se posent des questions. Pourquoi ces cloches qu'ils entendent tous les jours s'arrêtent-elles de sonner à l'approche de Pâques ? En réponse à ces interrogations juvéniles, naît alors la légende. Les cloches s'envolent le jeudi saint vers Rome pour être bénies et reviennent 3 jours plus tard pour fêter la résurrection du Christ. Au départ, elles ne transportent rien et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que l'évolution de la culture populaire leur fera distribuer des œufs en chocolat. Une tradition surtout française, car dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est un lapin qui apporte le chocolat le jour de Pâques. Antoine Bienvaux, le chocolat, on en parlera demain dans notre série sur la Semaine Sainte. Et tiens, à propos de chocolat et de cloches, du lundi au jeudi, vous ne manquez pas la France bouge, c'est sur Europe 1 de 21h à 22h. Justement, Elisabeth Assayag reçoit un audacieux, un entrepreneur qui a tout misé sur le cacao. Oui, alerte gourmandise ce soir, puisqu'Elisabeth Assayag reçoit Steve Dolphy, le dirigeant de la délicieuse chocolaterie à la mère de famille. Rendez-vous donc ce soir de 21h à 22h sur Europe 1. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Marion Maréchal est l'invité de Laurence Ferrari. 8h09, bon réveil. 7h, 9h.